Merci Charlotte, merci à tous. Quel lancement. Toutes les fins spirituelles pour ce matin. Avant de passer au cocktail, je vous propose de monter un petit peu effectivement dans des dimensions plus éthérées. Voilà, tout fonctionne, c'est formidable. Je me suis amusée, avant de vous partager l'étude que j'ai pu mener dans mon livre Spiritualité alimentaire, à établir une sorte de pyramide de Maslow, du food, de la food. Et finalement, on passe par toutes les étapes qu'on a pu voir ensemble ce matin. Donc le premier, le bas de la pyramide, se nourrir pour vivre. Là, on a tous les questionnements aussi sécuritaires, etc. C'est vital. Se nourrir pour se faire plaisir, le plaisir du ventre. Là, on retrouve les qualités organoleptiques de l'alimentation. Se nourrir pour vibrer, pour vivre des émotions. On vient d'en parler notamment sur la nostalgie, la Madeleine de Proust, le côté régressif. Et enfin, et c'est ce qui nous animera dans les 10 prochaines minutes, si vous le voulez bien, se nourrir pour s'augmenter, pour s'élever. Et donc la spiritualité dans l'alimentation. Mais de quoi parle-t-on quand on parle de spiritualité? Ça me paraissait important d'avoir quelques éléments de définition. Alors rapidement, déjà c'est un dérivatif du religieux. Vous en doutez, seulement la religion, pour caricaturer, c'est plutôt une perspective collective. C'est un système de croyance, un système de pratique, mais qui s'inscrit dans cette logique plus communautaire, plus collective. En revanche, la spiritualité, elle vient davantage s'inscrire, comme l'aurait dit un certain Claude Lévi-Strauss, dans une logique de bricolage où on vient agréger plusieurs systèmes de croyances, systèmes de pratiques pour construire sa spiritualité personnelle, son chemin personnel et sa quête de soi plus personnelle. Voilà, sa quête de soi à soi. Et spiritualité alimentaire, qui est le titre de l'ouvrage, mais voilà, qui est une expression assez intéressante à analyser, puisque finalement elle est très oxymorique, puisqu'on a d'un côté l'aliment, donc la matérialité, ce qui vient concrètement nous lester, l'aliment qu'on mange. Quand on a bien mangé, on est lesté, versus la spiritualité qui nous élève, donc l'esprit, ce qui vient me relier à la terre, l'ingrédient, versus ce qui me relie et ce qui me porte vers le ciel, le tangible, versus l'intangible. Et c'est vraiment tout l'objet de l'ouvrage et au-delà de cela, tout ce qu'on peut travailler auprès des marques, parce que du coup, je suis également planeur stratégique, donc je construis également des marques. Et donc l'analyse de ces récits et de ces mécanismes narratifs pour construire des storytelling de marque, particulièrement intéressant. D'autant plus que la spiritualité sur un marché, on va dire assez mass market, on le connaît déjà. On la connaît déjà en tout cas sur le marché de la cosmétique et principalement celui de l'anti-âge. Là, je vous ai mis un florilège de quelques packaging, notamment d'une copie assez intéressante de Lancôme, Teint Miracle. Désormais, l'aura est notre science. Et donc là aussi, on parlait d'oxymore. Quand on a l'aura et le halo de lumière agrégé à l'idée de science, c'est assez intéressant de voir comment est-ce qu'on vient encore une fois s'attacher à une rhétorique du religieux, voire du spirituel. Sauf que là, dans ce cas précis, celui que vous connaissez sans doute le plus, la formulation et le produit, il est ultra travaillé, il est ultra spécifique, c'est l'action humaine, c'est l'action de l'isolation de l'actif qu'on vient mettre dans une fiole et qui, par miracle, nous rendra plus jeunes, nous rendra plus belles, puisqu'il y a matière contre matière, le produit contre ma peau, et là, il y a magie qui peut se faire. Sauf que ce qui est intéressant dans l'étude, notamment des marques de jus détox, c'est que l'ingrédient, c'est une carotte, ou c'est un épinard, ou c'est une banane, bref, des choses ultra triviales qu'on peut acheter assez facilement dans le commerce ou au marché, mais qu'on vient, et c'est la force du récit et la force du storytelling, qu'on vient parer de toute une charge symbolique pour la rendre magique, cette carotte, pour la doter de super pouvoirs, pour du coup nous-mêmes, finalement, devenir des super-héros, des super-héroïnes, ou en tout cas ingérer l'actif magique. Et là, je reboucle sur ce qui a été déjà dit ce matin. Avant d'être un fromage, du coup, ce cher Bréa Savarin était un penseur de l'alimentation. Et il a notamment dit, on en a déjà parlé ce matin, mais dis-moi ce que tu manges, je te dirai qui tu es. Qu'on peut relier à un principe en sociologie de l'alimentation qui s'appelle le principe d'incorporation. Et ça revient à ce qu'on se disait tout à l'heure sur la cosmétique, c'est-à-dire que ce que je mets sur ma peau ou ce que je mange, ce que j'ingère, en fait, il y a transformation et on peut se parer des vertus symboliques de ce qu'on mange. Pour l'exemple, souvenez-vous, l'année dernière, il y a une certaine Sandrine Rousseau qui s'est fait un peu houspiller quand elle a comparé le barbecue au virilisme.
On est typiquement dans ce type d'imaginaire-là. On a longtemps chargé le marketing de la viande, en tout cas a longtemps chargé les steaks hachés, les steaks, etc., comme un symbole de force, comme un symbole de vigueur. Bon, voilà, vous faites le parallèle que vous voulez. En tous les cas, c'est intéressant. Idem sur les marchés des régimes, sur les salades, sur tout ce qui est léger. On l'attribue plus facilement à la féminité, à la légèreté, à la gracilité d'une femme. Quelqu'un a dit, je ne sais plus qui, pardon, en début d'intervention, en début de matinée, a parlé de Bourdieu. On est exactement là-dedans. C'est l'alimentation pour se distinguer, l'alimentation pour se raconter soi d'abord et puis se raconter auprès des autres. On parlait tout à l'heure de la dimension communautaire de l'alimentation. Aujourd'hui, et c'était avant plutôt l'inverse, on rentre d'abord en régime alimentaire comme on rentre en religion. Et on en parlait tout à l'heure sur les réseaux sociaux. Il y a des vraies doctrines, il y a de vrais dogmes, il y a de vraies communautés sur voilà, ce qu'on mange et voilà, toutes les croyances qu'on agrège. Plus spécifiquement sur la cure de jus, qui était l'objet de l'étude, ce qui est intéressant et qu'on a vu même toute la matinée, c'est que l'alimentation en Europe et dans le monde occidental est beaucoup considérée comme un problème à résoudre. En l'occurrence, la cure de jus détox, c'est dans le nom, on se détoxe, donc on se lave, on se désintoxe, on fait reset, ce qui suggère, en tout cas qui présuppose que on est sale, on a en tout cas, il y a quelque chose à changer, il y a quelque chose à enlever, puisqu'on se serait vautré dans nos modes de vie contemporains et citadins pollués, et qu'il faut revenir à une forme d'essentialité. Et là, on est en plein, si j'ose dire, dans une sorte de mythe de la spiritualité contemporaine et occidentale, où on aurait besoin de retourner à une forme d'essentialité, à une forme de pureté. Je vous ai mis 3 exemples des marques que j'avais pu analyser dans le corpus à l'époque, que vous connaissez peut-être, puisqu'elles existent encore. Elles ont pas mal évolué, d'ailleurs, on y reviendra juste après, cette évolution de ce marché-là. Il y a 2 mythes intéressants dans ce marché-là, ou en tout cas dans cette tendance de food-là. Il y a le mythe de la purification. Il y a une métonymie, en fait, assez intéressante entre le processus d'extraction du jus. Donc, on a notre carotte, notre épinard, qu'on vient presser dans un rituel très précis. Il y a un mode d'administration très précis aux cures, où il faut prendre tel jus à telle heure, il faut se reposer, il faut prendre tel autre jus à l'heure suivante, etc. Et en fait, ce process d'extraction, si on l'applique à nous-mêmes, c'est exactement ce qui est censé se passer pour nous. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure de la cure, on retourne, nous aussi, à l'élixir de nous-mêmes, au nectar de nous-mêmes, et donc à ce mythe de spiritualité contemporaine, de ça y est, j'ai renoué avec mon moi authentique. Qu'est-ce que le moi authentique, ça, pour la prochaine fois. Et donc, récit d'élévation de soi, puisque, en fait, en pratiquant ces rituels hyper ascétiques, hyper monacal, puisqu'en fait, la cure, on mange pas, hein, on boit on n'est que dans le liquide. On parlait du mou tout à l'heure. C'est intéressant aussi, le liquide. Qu'est-ce que ça dit aussi de notre société? Donc, en n'ingérant que du liquide, on se déleste et donc on s'élève, et on fait des parallèles assez simples à imaginer sur énormément de pratiques religieuses, de jeûne, et de comment est-ce qu'en s'allégeant physiquement, on s'allège également spirituellement. C'est ma slide préférée. From Gaia to Séléné. Pour parler de l'évolution de ce marché-là, l'étude que j'ai menée, je l'ai menée en 2015 et en 2016. Donc, entre-temps, le marché a beaucoup changé. La cure de jus fait moins recettes. En revanche, elle s'est intégrée dans des visions beaucoup plus globales de la beauté. C'est le cas de Noubio, qui s'est rebaptisé l'atelier Noubio, donc qui est sorti de la simple cure de jus pour être dans une promesse de beauté globale où la cure est un moyen. Et donc, de la nature qu'on a voulu purifier, qu'on a voulu préserver, qu'on a voulu nectariser, on en est aujourd'hui, on en parlait en début d'intervention, maintenant on est dans une nature cosmique. En tout cas, on veut la parer de vertus magiques, on veut qu'elle nous élève, on veut qu'elle nous fasse vibrer, et on s'en fiche à la rigueur si on ne comprend pas forcément pourquoi, parce qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est de vibrer, c'est que nous, on vibre dans notre cosmos, et donc on est dans une nature, encore une fois, augmentée. On le voit, là j'ai mis 2-3 exemples. Bon, retrouvez Cosmic Dealer et les chocolats, ils font aussi des thés, donc dans tout le storytelling de la marque, dans tout l'univers graphique, ils travaillent à fond cet imaginaire spiritualité ésotérique. The Fix, qui est une marque de jus aussi, et plus mass market. Je trouvais intéressant de vous partager Coca, qui a changé de signature, je crois, il y a à peu près 2 ans, si je ne dis pas de bêtises, qui était longtemps sur le bonheur et qui maintenant utilise la magie. Alors, c'est pas la même magie, on est moins ésotérique, mais on est quand même dans cette étincelle, ce petit truc qu'on ne sait pas expliquer, ce je ne sais quoi, qui nous dépasse. Et en fait, c'est tous ces récits de ces choses qui nous dépassent, qui sont intéressantes à analyser ici. Pour finir, et je serai normalement dans les temps, encore une fois, si on regarde en 2023 ces marchés-là,
on avait en 2015-2016 le jus qui était présenté dans les storytelling, encore une fois, comme le Graal de la quête qui me permettait, moi, d'accéder à ma quête de sens. Dans la façon dont il était présenté. Aujourd'hui, le barycentre de l'expérience a changé. On l'a vu un petit peu au gré des exemples cités ce matin. Et l'ingrédient magique maintenant de la potion, en fait, c'est moi. C'est plus tant le produit, c'est parce que l'ingrédient va entrer en contact avec moi, parce qu'il y a mécanisme d'incorporation, qu'il y a magie, qu'il y a réaction chimique, et que du coup, c'est moi qui suis empouvoirée. Ce qui explique notamment, en tout cas, l'analyse qu'on peut faire des récits toujours plus empouvoirants sur plein de rhétoriques différentes et sur plein de tonalités différentes. Mais comment est-ce qu'on replace l'individu, le consommateur, la consommatrice, comme le catalyseur qui crée la réaction chimique et qui fait que c'est moi en fait qui suis aux commandes, c'est moi qui suis responsabilisée. Et vous l'avez dit juste avant, c'est intéressant à analyser aussi dans une société qui est en mal de repères, qui est en mal de contrôle et qui a besoin en tout cas de reprendre le contrôle tant sur, on va dire, des problématiques très concrètes et pragmatiques de pouvoir d'achat, de pouvoir manger, que sur des problématiques plus individuelle, plus identitaire, ou comment est-ce que j'existe, quel chemin je trouve pour moi dans ce monde. Et pour terminer, pour boucler aussi avec la fin de cette matinée, je me suis amusée, encore une fois, m'amuse beaucoup, à ranger en 3 familles un peu les 3 grands super-pouvoirs de ce matin. Il me semble qu'il y a tout ce qui est pouvoir d'achat, pouvoir s'alimenter, qui est une forme de moi qui maîtrise la situation. Il y a le pouvoir d'agir avec les différentes marques qu'on a pu voir ce matin, le moi engagé et le super-pouvoir, le moi augmenté. Finalement, dans ces 3 familles, ce qu'on voit surtout, c'est que dans toutes les 3, on performe. Dans toutes les 3, on doit être au taquet, on doit être en contrôle. Et je reboucle avec la conférence qui avait lieu juste avant sur finalement quid du plaisir et est-ce qu'on peut réinjecter des promesses de plaisir dans les marques de food aujourd'hui sans forcément verser dans la nostalgie, sans forcément rassurer parce qu'on est sur de la viande de substitution ou sur de nouvelles protéines laitières. Est-ce qu'on peut juste parler de choses simples en disant juste plaisir, ou est-ce que le plaisir est un ventre mou? Je vous laisse sur cette question et je vous souhaite bon cocktail du coup. Merci beaucoup, Louise. Ce qui est sûr, c'est que nos ventres sont vides, donc on va pouvoir aller les remplir. Merci d'avoir clôturé.